Donc vous allez entendre plusieurs membres d'associations que j'ai créées. Alors ces associations, j'ai finalement pensé les regrouper dans une fédération d'associations. Et vous voyez, ça s'appelle les petits laboratoires d'empathie. Alors vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi. Oui, donc c'est moi qui ai commencé effectivement pour l'association 36912. Donc les petits laboratoires d'empathie, c'est effectivement plusieurs associations qui ont été créées par Serge. Donc c'est la partie, j'ai envie de dire, engagement citoyen de Serge. Alors 36912, tout d'abord c'était les balises 36912 qui ont été posées par Serge en 2007-2008 à peu près. Et puis il y a eu la publication de 36912 Apprivoiser les écrans et grandir aux éditions RS. Et la fondation de l'association est venue un petit peu après, essentiellement pour répondre à une demande croissante d'information, de formation autour de la problématique des écrans, et aussi pour pouvoir constituer un petit groupe de réflexion autour de cette question, sachant que les balises 36912 sont absolument pas gravées dans le marbre, elles sont évolutives tout le temps, en fonction de ce que nous disons des recherches, en fonction des évolutions technologiques, en fonction des évolutions des usages, en fonction des évolutions familiales. Et du coup, on réajuste en permanence les contenus et les préconisations. Alors, quand Serge a commencé à travailler sur cette question, il était assez seul, comme sur plusieurs problématiques qu'il a commencé à défricher. Et puis aujourd'hui, le terrain, nous avons été rejoints sur ce terrain par un grand nombre de personnes, personnalités, associations, etc. Je ne voudrais pas caricaturer les choses, mais je voudrais quand même dire un petit mot des deux types de positionnement qu'on peut trouver face à cette problématique des écrans. Le premier type de positionnement, c'est de considérer que les écrans sont un danger. Le danger, c'est inhérent à l'outil lui-même. Et si on considère que les écrans sont un danger, alors la réponse face à ce danger, c'est la politique de l'interrupteur. C'est-à-dire que si la position on est trop dangereuse, alors il faut éteindre les écrans. C'est-à-dire qu'il faut restreindre, éventuellement interdire un certain nombre de supports, de pratiques, etc. L'autre position dans laquelle nous, on se reconnaît beaucoup plus, c'est de considérer que les écrans sont un risque. Le risque, c'est inhérent à un éventuel mauvais usage d'un outil. Et à ce moment-là, la réponse au risque est différente. C'est cette espèce de petit appareil qui est figuré sur la diapo, ça s'appelle un rhéostat. Un rhéostat, ça permet de faire varier l'intensité, la quantité, la qualité des usages. Et donc, notre mission, en quelque sorte, à 36912, c'est d'essayer d'implanter des petits rhéostats familiaux pour qu'à l'intérieur des familles, il puisse y avoir des modes de régulation des pratiques d'écran. Donc, l'objet principal de l'association, c'est de promouvoir une forme de diététique des écrans. Il y a un slogan qu'on aime bien à 36912, c'est « Apprendre à s'en servir pour mieux apprendre à s'en passer ». Donc les préconisations que nous faisons se découpent par tranche d'âge. Il s'agit pour chaque tranche d'âge d'essayer de montrer quels usages peuvent être intéressants et pourquoi, et quels usages, quelles pratiques sont délétères et pourquoi. Le pourquoi est extrêmement important. Les préconisations sont toujours justifiées à la fois sur la lecture des recherches et sur les réflexions que nous pouvons avoir ensemble, voilà, au croisement de l'ensemble des évolutions et de la lecture des recherches scientifiques. Alors, il y a des diapos qui sont partis, oui c'est vrai, on en a supprimé. Je m'en aperçois. Donc je vais quand même vous les dire, même si elles ne sont plus là. J'avais juste envie de vous transmettre 3 préconisations éducatives qui pour le coup sont valables à tout âge et qu'on aime bien transmettre. C'est les principes éducatifs des 3 A. Donc les 3 A, c'est accompagnement, alternance, autorégulation. Donc accompagnement, ça consiste en fait à parler avec les enfants de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils voient devant les écrans et les accompagner pour choisir des contenus de qualité et les accompagner sur des usages de qualité. Alternance, c'est encourager
toutes les activités sans écran et encourager toutes les activités créatives avec et sans écran. Et autorégulation, c'est toujours associer une durée à un écran. Alors, nos moyens pour promouvoir ces actions, c'est beaucoup de conférences-débats auprès des parents, des formations auprès des professionnels de l'enfance, des interventions dans les classes auprès des élèves, un certain nombre de publications dans la presse généraliste, dans la presse spécialisée, et puis il y a le site internet, une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement, et des campagnes de prévention. Alors, cette affiche, c'est la campagne de prévention qui nous accompagne depuis le début, grâce aux éditions RS. C'est une affiche qui s'adresse aux adultes, aux parents, aux pédagogues, aux éducateurs. Et puis, je suis très contente aujourd'hui de vous dévoiler, mais peut-être vous l'avez déjà vu dans le couloir de la BNF, la nouvelle campagne de prévention 36912 qui, elle, s'adresse aux enfants et aux adolescents, préadolescents. Et donc, on remercie à cet égard chaleureusement le groupe Bayard qui nous a prêté des graphistes de talent pour donner forme au message qu'on avait envie de faire passer. Voilà, donc ces nouvelles affiches qui sont, vous en jugerez vous-même, mais je trouve très belles. Voilà, moi je vais laisser la parole du coup à mes petits camarades. Simplement dire en conclusion que la question de l'éducation aux écrans est vraiment un enjeu sociétal majeur, c'est-à-dire comment fabriquer pour demain une société qui soit à la fois connectée et responsable. Alors nous avons vu les risques des écrans et non les dangers si leur usage n'est pas raisonné. La surconsommation d'images peut perturber la compréhension des mimiques associées à... Je vais mettre des mimiques, voilà, associées aux émotions et d'une manière plus générale entraver le développement de l'empathie chez les enfants, alors jusqu'à, s'il s'agit d'images violentes, interférer durablement sur les comportements prosociaux. Le lien entre les problèmes liés aux écrans et ceux du climat scolaire ne fait plus aucun doute. Alors pour tenter d'y remédier, Serge Tisseron, toujours intuitif et optimiste résolu, s'est opposé aux politiques qui proposent d'agir sur les enfants susceptibles de présenter des tendances violentes au risque de les stigmatiser. La solution, à son avis, n'est pas d'identifier des individus, mais d'agir sur le groupe. Nous avons entendu tout à l'heure toute l'importance du groupe par rapport aux images. Il faut travailler sur le rapport aux images qui bouleversent les enfants, sur la compréhension et la mise à distance des émotions, mais aussi sur le plan de la communication et de la relation sociale. Vous ajoutez à cela une bonne dose de pensée, la mise en jeu du corps, et Serge Tisseron, mettant la main à la pâte, crée un dispositif de prévention renforçant le développement de la capacité d'empathie chez tous et encourageant les enfants malmenés à protester systématiquement. Ce dispositif, né en 2017, il l'appelle le jeu des 3 figures, en référence aux 3 archétypes de personnages que l'on retrouve dans la plupart des scénarios, savoir un agresseur, une victime et un tiers, qui peut être témoin, sauveteur, redresseur de tort, dame girafe ou Roger Chips. Le jeu des 3 figures invite les enfants dans son déroulé. Le jeu des 3 figures donc invite les enfants dans son déroulé à parler des images qu'ils ont vues sur tous les supports d'écran qu'ils rencontrent. Et donc, à partir d'une scène que l'un d'entre eux va proposer aux autres, le groupe d'enfants va construire, va tisser, il tisse donc sa propre histoire, remettant en route l'imagination de tous de manière active. Il se réapproprie ainsi des images souvent reçues avec passivité. De ce fait, le jeu des 3 figures constitue une forme de prééducation aux images, puisqu'il permet aux enfants d'acquérir un recul face aux images vues. Voilà. Le scénario élaboré ensuite collectivement va permettre la mise en scène d'une nouvelle histoire, décontextualisée de la première, qui sera jouée, et rappelez-vous, jouer c'est se transformer, qui sera jouée avec la contrainte que chaque élève volontaire pour jouer devra obligatoirement jouer tous les rôles. Donc il adoptera successivement les différentes postures, souvent 3, donc la victime, l'agresseur, le sauveteur. C'est toute une régulation de groupe qui va progressivement se mettre en place au fil des séances au service de la régulation individuelle. Chaque enfant
porté par la dynamique du groupe, va renforcer non seulement sa capacité à s'autoréguler de manière affective, mais aussi de manière cognitive. Et cela aura des incidences sur son rapport aux apprentissages, à travers l'entraînement de ses compétences exécutives, en particulier l'inhibition et la flexibilité mentale, mais aussi de ses capacités métacognitives. L'association DELJ3F a été reconnue partenaire d'éducation nationale, car le J3F répond à plusieurs objectifs des programmes de l'école. Elle bénéficie d'un agrément pour former des animateurs au jeu des 3 figures qui pratiqueront auprès des enfants d'école maternelle, à partir de la moyenne section, d'élémentaire ou de collège jusqu'en 6e, pour aider les enfants justement à développer cette empathie. Mais ce qui est extraordinaire avec le jeu des 3 figures, c'est que son animation va non seulement avoir un effet sur l'attitude et les compétences des enfants, mais également sur la posture des adultes face à eux. Alors si vous avez bien écouté jusqu'alors, vous direz néothénie, certainement lié au jeu, peut-être, mais pas seulement. Garant d'un cadre sécurisant et bienveillant, l'adulte animateur va apprendre à faire un petit pas de côté pour s'effacer progressivement face au groupe, de façon à permettre le conflit socio-cognitif d'où va émerger la pensée. Ils sont aujourd'hui plus d'1 millier à avoir pu bénéficier de ce programme de formation. Ils sont professeurs des écoles, enseignants spécialisés, psychologues, infirmières, conseillers pédagogiques, mais aussi éducateurs spécialisés, assistants sociaux ou médecins. On peut imaginer que si seulement chacun d'entre eux a animé le jeu avec 28 élèves, ne serait-ce que l'année de sa formation, alors il y aurait au moins 28 000 enfants qui auraient pu bénéficier de ce dispositif. Ce sont 28 000 enfants qui ont pu développer leur empathie, qui ont pu prendre du recul par rapport aux images, qui ont appris à ne pas être victimes sans protester. Le J3F, c'est aussi et encore une vision sociétale pour créer des citoyens responsables et capables de s'opposer à la violence. Ces résultats ont été validés par une expérimentation en 2007 en maternelle sur Paris et très récemment une recherche-action dans l'Académie d'Aix-Marseille dans des classes de CM1, CM2. Le jeu des 3 figures est régulièrement cité comme moyen de lutter contre les effets délétères de la surexposition aux écrans, mais également contre le harcèlement à l'école. Le jeu des 3 figures, ce n'est pas seulement jouer comme au théâtre, c'est un enjeu d'avenir pour nos enfants. Développer leur capacité d'empathie, c'est aussi leur permettre de se réapproprier un espace de pensée propre, affective et cognitive, prêt à s'émerveiller au sein d'une communauté humaine. Et tout ceci, on le doit à Serge Tisseron. Bonjour, je veux changer un peu les temps. On va parler de catastrophe. On va vous présenter très brièvement avec Sylvain l'Institut pour l'histoire et la mémoire des catastrophes. Donc c'est un institut qui a été créé en 2008 sous l'initiative de Serge Tisseron. Il avait par principal objectif de donner une place plus importante à l'histoire et à la mémoire des catastrophes. Donc avec cet objectif, on a créé un site internet qui est le site Mémoire de catastrophes. Et donc c'est conçu comme une plateforme d'échange et une banque des données. Donc l'idée, si vous visitez le site, c'est de pouvoir retrouver un petit peu des éléments historiques, mais aussi de la mémoire. Il y a des archives, il y a des photos, il y a des cartes sur les catastrophes, il y a aussi des témoignages. Donc pourquoi nous donnons une importance à l'histoire et à la mémoire ? Eh bien, c'est parce que nous croyons que c'est grâce à la mémoire et à l'histoire qu'on pourrait mieux se préparer pour les catastrophes qui viendront. Et donc, c'est dans ce sens, c'est-à-dire que si on connaît les risques de nos territoires, si on connaît les catastrophes qui ont eu lieu dans les endroits où on habite, mais aussi si on connaît comment les anciens ont y fait face aux catastrophes, on pourrait mieux se préparer pour les catastrophes à venir qui, hélas, ne risquent pas de diminuer, au contraire avec les réchauffements climatiques. Et donc, c'est dans ce sens qu'on peut comprendre une expression qui est chère à l'IMEC, qui est la mémoire de chacun au service de la résilience de tous. Et donc par là, je vais essayer de vous parler un petit peu de résilience, mais très court, parce qu'on a que 5 minutes.
Et du coup, vous dire que la résilience, c'est un concept qui a été revisité par Serge Tisserand pour la proposer comme quelque chose qui n'est plus exclusivement dans l'individuel, mais surtout comme quelque chose de collectif et aussi comme quelque chose qui est possible de construire, de travailler en amont de la catastrophe et donc dans une démarche de prévention. Et c'est avec tous ces objectifs-là que ces sites mémoire des catastrophes essayent de permettre l'échange et de favoriser une mémoire active de catastrophes de tout type. Donc maintenant, Sylvain vous va présenter un petit peu plus les moyens que nous donnons pour travailler avec la mémoire. Alors autour de cette association, il y a un écosystème qui consiste déjà autour des réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Il y a une personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Léna, qui fait énormément de veille sur tout ce qui est catastrophe de tout type et qui tweet et qui poste énormément là-dessus. Pour revenir plus précisément sur les témoignages qui sont intégrés dans la base de données de notre site, ces témoignages ils peuvent prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme de dessin, ça peut être des textes, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des poèmes aussi. On a eu des poèmes qui ont été déposés. Et puis depuis 2016, avec Francisca, on a commencé aussi à aller recueillir nous-mêmes des témoignages de sinistrés sur les lieux de la catastrophe. Donc il y a eu deux expériences assez fortes. La première a été faite à Cannes, un an après les événements de 2015, en octobre 2015, où il y a eu des catastrophes naturelles qui ont causé même plusieurs décès. Nous y sommes allés un an après parce qu'on a décidé de faire ces recueils de témoignages sur du temps long. Pas au moment où tout se passe, mais sur l'après. Et en plus, le fait de laisser parler, de donner la parole aux sinistrés, dans ce qu'expliquait tout à l'heure Francisca, aide énormément à déposer, comment dire, je ne trouve pas mes mots, c'est pas grave. En tout cas, la mémoire qui est après captée sur ces vidéos est intégrée à la base de données et favorise la résilience individuelle et collective. Il y a eu un autre événement qui, en mai 2016, qui a été, voilà, des photos de captation de témoignages de sinistrés suite aux inondations, cette fois-ci, qui ont eu lieu en Île-de-France en mai 2016. Donc là, pareil, temps de parole assez long. Et puis ces recueils de témoignages sont toujours suivis de moments, d'événements commémoratifs, qui sont importants aussi dans ce système. Voilà, je voudrais juste terminer, avant de terminer, vous dire qu'il y a une refonte de ce site qui est en cours. Donc on va avoir un site tout beau, tout neuf bientôt, et je fais un appel à témoignages, c'est-à-dire que en ce moment, vous avez écouté les informations, il y a des inondations, j'ai regardé mon téléphone tout à l'heure, il y a encore des alertes orange et rouge dans toute la France. Mais il n'y a pas que les catastrophes naturelles, il y a les événements dans l'usine Lubrizol aussi. Tous ces événements-là peuvent vous amener à déposer des témoignages sur le site, parce qu'on ne peut pas se déplacer tout le temps avec Francisca. Et on incite vraiment à ce que vous puissiez déposer vos propres témoignages, mais aussi peut-être des témoignages de proches qui ont vécu des catastrophes et que vous pouvez témoigner à leur place, pour enrichir cette base de données qui sera très utile après pour des visées de recherche. Voilà. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Benoît Labourdette, je suis cinéaste et j'ai fondé en 2005 le festival Pocket Film, les films tournés avec téléphone portable au Forum des Images. Donc forcément, vu tout ce qu'on a entendu ce matin, Serge était l'une des premières personnes que j'avais pensé à inviter. Pourquoi ? Parce que pourquoi faire ce genre de choses ? Pourquoi être dans l'innovation ? C'est que finalement les technologies, elles arrivent et puis elles produisent des usages chez les êtres humains. Et du coup, il me semble que c'est important de réfléchir en amont à ce qui va se passer avec ces outils et de produire des actions. C'est ce qu'on fait ensemble, mais je voudrais juste vous proposer une chose qui va vous prendre 10 secondes, on va faire 10 secondes en début et 10 secondes en fin. Sortez vos téléphones portables en les laissant éteints, s'il vous plaît. Voilà, sortez-les, prenez-les dans votre main
On va faire un truc, vous allez voir. Prenez-les dans votre main et faites un peu comme Bernard Plossu a dit, c'est-à-dire que voilà ce que je vous propose de faire. Vous allez mettre l'œil dans la main, parce qu'on a l'œil dans la main. On a expérimenté avec Serge au début, on a anticipé sur tout ça, mais aujourd'hui, les images faites au quotidien, elles changent nos vies, clairement. Et je vais vous proposer une chose. Pointez la caméra, mais fermez les yeux pendant 10 secondes et imaginez l'image que vous êtes en train de filmer. Allez-y. Pointez la caméra, les yeux fermés. Et moi, je vous prends en photo pendant ce temps-là. Voilà. Et du coup, mais fermez bien les yeux. Et vraiment imaginez, ça dure 10 secondes, mais essayez de l'imaginer, l'image dans votre tête. Qu'est-ce que ça filme? Qu'est-ce que ça capte, cette position-là? Vous pouvez éventuellement changer de position. Bon, vous êtes super. Merci beaucoup pour votre contribution. Il y en aura... Vous pouvez les garder en main et vous pouvez même les allumer. Il y aura une autre petite action de 15 secondes à la fin. Alors, je vous explique ce qu'on fait. Donc on s'est rencontrés sur des actions très concrètes que Serge a nommées Pocket Film Empathie et sur lesquelles Serge a beaucoup poussé pour qu'il y ait un site internet que vous voyez là, que vous pouvez consulter, qui soit ressource, c'est-à-dire ce que je vais vous expliquer maintenant de nos actions concrètes sur le terrain. Eh bien des gens, et moi je connais bien des gens qui se nourrissent de ce site pour eux-mêmes mener des actions. Donc c'est Serge acteur dans le monde digital, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'en parler ou d'y réfléchir, mais aussi d'y agir, et ce site c'est vraiment un moyen d'action très concret. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On intervient, j'anticipe un petit peu là, on intervient ensemble sur des formations professionnelles pour des acteurs du champ social, sur la question de la prévention des RICS, pas risque, RICS, sur ce qu'on appelle, alors je mets plein de guillemets, la prévention de la radicalisation, c'est un petit peu honteux de dire des choses comme ça, mais il y a des budgets pour ça, et du coup des possibles actions de formation. Donc on intervient auprès d'éducateurs de rue, de personnes qui sont confrontées sur le terrain à des jeunes qui sont en relation avec les images, eux-mêmes producteurs, diffuseurs d'images toute la journée, et comment on peut leur apporter, et c'est là où on fait un petit peu binôme, à la fois des outils de compréhension de comment fonctionne l'empathie, et puis des pratiques avec l'audiovisuel, avec les téléphones portables, pour mettre en pratique des situations qui favorisent l'empathie. Alors concrètement, comment ça se passe? Je vais vous prendre un tout petit exemple. Alors je ne vais pas vous proposer de le faire, ce serait un petit peu trop long, mais je vous explique. Imaginez qu'on fasse un film collectif, tous ensemble, et que chacun d'entre nous, je vous demande de filmer un objet. Mais la caméra, elle passerait de main en main, d'accord? Chacun, ce serait ce qu'on appelle pour les spécialistes du cinéma un plan séquence. Pas d'arrêt de la caméra. Et donc, il faut être attentif, parce que le film, si jamais ça bug au milieu, il faut le refaire tout entier, parce qu'il est d'une traite. Donc, il faut être sacrément attentif à son voisin d'avant, à son voisin d'après. Et ce que je vous proposerais, c'est de filmer un objet que vous avez là, à côté de vous. Et puis, cet objet filmé, vous allez me dire, un film avec juste des objets filmés les uns après les autres, ça n'a aucun intérêt. En effet, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais par contre, chacun va faire parler l'objet, va lui donner la parole. C'est-à-dire que les objets vont parler au spectateur. Et on va faire comme ça une sorte de patchwork. J'ai déjà fait 60 personnes, mais là, ce serait un petit peu trop. Mais on le fait souvent dans des groupes de 5, 10, 15. Et notamment avec des jeunes. Donc vous donnez la parole à l'objet. Et les objets, ils parlent de leur vécu, on peut donner une thématique. Qu'est-ce que ça produit, cette chose-là? C'est que, je ne sais pas si vous vous mettez... Alors là, j'ai mis moi-même le chronomètre, j'ai épuisé mes 5 minutes, donc je vais faire très très vite. Voilà, je suis attentif, voilà. Donc je vais terminer en 1 minute. Le fait de faire ça, ça fait quelque chose déjà de collectif, d'investi collectivement. On parle d'humanité, et le collectif, ça c'est vraiment propre à l'humain. Et ces outils numériques, s'ils peuvent nous aider à refabriquer du collectif, c'est quand même intéressant. Et puis une écoute indispensable les uns par rapport aux autres. Et surtout, le film, juste après l'avoir fait, on peut le regarder. Et là, qu'est-ce qui se passe? Chacun d'entre nous, vous imaginez bien, si vous êtes mis un peu à la place, franchement, quel objet, qu'est-ce que je vais raconter, je suis nul, c'est pas intéressant, c'est impossible, j'ai pas d'objet, je sais pas quoi dire. Enfin, vous voyez,
mais on met en place un système bienveillant pour que les gens finalement se sentent en confiance et osent faire des choses. Et finalement, quand ça va apparaître sur l'écran, eh bien, je vais me rendre compte, parce que c'est vu collectivement, que ce que j'ai fait, ça a un impact sur les autres, ça leur apporte quelque chose, ils réagissent. Donc elle est là la construction de l'empathie, c'est-à-dire que ça me réinvestit moi-même de ma propre capacité de création, en fait. Hein. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça, parce que je vous propose une chose, voilà, ça va nous prendre 30 secondes, désolé, je déborde un tout petit peu de 30 secondes. Voilà ma proposition. Vous êtes en rang, là, d'accord, vous pouvez allumer vos téléphones, là, hein. Vous êtes comme ça, en rang, vous allez faire des trios, vous voyez, à partir de la droite, vous 3, vous pouvez être 4, par exemple, hein, d'accord, vous faites des trios comme ça, si vous êtes 2 ou 4, enfin, il faut que vous soyez au moins 3, d'accord. Parmi vous 3, il y en a 2 qui vont se tenir la main, et le troisième, il prend la photo. Prenez juste 30 secondes, vite fait, n'oubliez pas les leçons de Bernard Clossu. Et ce que je vous invite à faire, c'est que vos voisins, peut-être certains vous les connaissez, mais d'autres peut-être vous les connaissez pas. Et ce que vous faites, c'est qu'une fois que la photo est faite, mais vraiment vite fait, hein, vous tenez la main, vous prenez une photo. Et ensuite, vous notez le numéro de téléphone de vos voisins et vous leur envoyez la photo. Ah oui, ça fait du bien. Voilà, merci. Pour moi, c'est vrai que c'est pas très facile d'arriver en dernier. C'est toujours la place un peu difficile. Surtout que je dois avouer une chose, c'est que ce qui est difficile pour moi, c'est il y a à peine 2 semaines, j'étais à Serge. Vous êtes sûr que vous voulez que je parle de l'IERHR? Parce que même si j'aime beaucoup l'IERHR, c'est quand même vous et Frédéric Tordeau qui l'avez créé en 2013. Moi, je suis arrivé en 2014-2015. Et du coup, c'est pas facile de pas tomber dans le syndrome de l'imposteur, en tout cas pour moi. Et donc, du coup, plutôt que d'en parler en tant que porte-parole, moi je vais plutôt en parler en tant que membre du groupe. Donc ça veut dire en tant que celui qui a eu la chance d'intégrer cette association et celui qui a la chance de pouvoir en parler comme quelqu'un qui y vit, en tout cas, et c'est important. Et du coup, je m'inspire un peu de Yann Leroux parce que je vais parler aussi en tant que doctorant, donc pour ma part qui suis encore doctorant, parce que il y a à peine 6 mois, j'avais mon comité de suivi pour ma thèse, et le membre du comité de suivi, qui est un psychanalyste que j'aime beaucoup et que je respecte énormément, m'a dit, dès que je suis rentré dans la pièce, alors, est-ce que vous avez tué le père? Et moi, j'ai pas su répondre à cette question. Par contre, tout ce que je sais, c'est que quelques semaines après, on avait une réunion d'association et il fallait amener à manger. J'amène un gâteau et sur le gâteau, j'avais pas fait attention, il y avait marqué « Je t'aime papa ». Alors du coup, le père, en tout cas, je l'ai pas tué et le pire, c'est que j'ai même pas réussi à couper le gâteau. Mais en fait, cette histoire, elle est vachement intéressante pour parler de l'IERHR. Voilà, quand même. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce que, déjà, elle marque un truc. Elle marque le fait que, grâce à ça, j'ai un super exemple pour parler à mes étudiants de notion de transfert. Mais en plus de ça, elle nous permet de comprendre que quand il y a une relation, quand il y a 2 individus qui interagissent ensemble ou qui travaillent ensemble, il y a toujours quelque chose qui se joue là-dedans. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on projette dans l'autre, qu'est-ce qu'on voit dans l'autre, qu'est-ce qu'on s'imagine dans l'autre. Et le travail de Serge Tisseron, c'est de montrer aussi que notre relation avec les objets, elle est pareille. Et pas avec n'importe quels objets. Ce qu'on travaille dans l'IERHR, c'est surtout les objets, on va dire, robotisés. Et c'est des objets qui bougent, c'est des objets qui peuvent parler, c'est des objets qui peuvent même avoir une voix. Et c'est même des objets qui peuvent être doués d'autonomie. Et là, on a vraiment une relation très forte avec ces objets. Et ça, c'est tout un travail que peut mener l'IERHR. Mais cette histoire est aussi utile pour un autre point, pour décrire l'IERHR. C'est que l'IERHR, qu'est-ce que c'est, je trouve, comparé un peu aux autres assos qui viennent d'être présentés, c'est que c'est plutôt un groupe, un rassemblement de chercheurs, de doctorants ou de futurs doctorants qui sont tous rassemblés par rapport à la même chose, c'est le lien qu'ils ont avec la pensée de Serge Tisseron. Alors, dans cet asso, il y en a qui ont réussi à couper le gâteau, il y en a qui auraient acheté une tarte au citron, mais en tout cas,
on est tous d'accord sur un point, c'est que, il faut travailler sur la question de l'éthique par rapport à la robotique. Il faut penser la relation qu'on a avec nos objets et il faut penser à toutes ces questions que les robots vont pouvoir amener dans la société. Et du coup, avec l'IERHR, il y a plein d'actions qui sont possibles parce qu'il y a plein de membres de ce groupe qui peuvent tous apporter quelque chose. On en a certains qui vont écrire des livres, donc que je conseille beaucoup. On en a d'autres qui vont créer des DU. On en a d'autres qui vont mettre en place des colloques. On en a qui vont travailler ensemble sur des articles qu'ils vont écrire. On en a qui vont essayer de mettre en place des recherches, des expérimentations. Il y en a qui vont lancer des thèses, il y en a qui vont en commencer. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et c'est cette liberté d'action qui fait que tout le monde peut être réuni parce qu'on est tous d'accord sur un point. Ce qu'a montré Serge Tisseron dans son travail, c'est quelque chose avec lequel on est d'accord, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler et c'est quelque chose qu'on veut creuser. On veut creuser ce rapport qu'on peut avoir avec les robots, on veut creuser l'utilité que ces machines peuvent avoir dans nos interactions, mais également dans la clinique, des personnes âgées pour certains, des enfants autistes pour d'autres, des gens en général pour tout le monde. Et finalement, en fait, c'est ça, je trouve, la beauté de l'IERHR, c'est juste de se rendre compte que tous ensemble, on peut peut-être faire avancer les choses pour pouvoir se permettre de travailler avec ces jolies petites machines touchantes. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus flippantes, mais en tout cas, on a tous ce discours commun qui est de « on veut travailler ensemble ». Et du coup, en fait, le propre aussi de l'IERHR, c'est de se tourner toujours vers le monde de la recherche, vers les chercheurs, vers les futurs chercheurs, et de leur dire, en fait, on ouvre les bras, venez travailler avec nous, on ouvre les bras. En plus d'ailleurs, vous inquiétez pas, on est très intéressé par la question de la robotique, on peut mettre des prothèses robotiques pour agrandir les bras s'il faut les écarter plus, parce que vous êtes beaucoup. On est prêt à tout, et vraiment, venez, et on participe ensemble, en fait, à cette création et à ce message commun. Voilà, moi qui suis très bavard, j'ai essayé de faire un truc un peu rapide.